En ville pour des courses, Reine Claire reçoit un message de sa nièce malade. Elle lui demande de prendre un médicament à la pharmacie la plus proche. Ce service, Reine Claire le rend à sa nièce sans problème. Quant à Alassane, il vient de se procurer un médicament à partir d'un flacon vide. Son patron en est le destinataire. J'ai juste reçu un message de ma nièce disant de lui acheter un médicament à la pharmacie, peu importe la pharmacie. C'est ce que je viens de faire. Voilà le message. Bon, ce soir, mon patron m'a envoyé de venir acheter ce médicament, Eneas plus Efferalgan. Sans le savoir, Reine Claire et Alassane viennent ainsi de vivre l'amère expérience de l'automédication. Sa définition la plus simple est la prise de médicaments sans avis médical. Le médicament peut être non-dosé, surdosé. Le principe actif peut être modifié dangereusement, aller s'attaquer à des organes bien précis. Je vous ai décrit le foie, le cerveau, le rein, le poumon. Le médicament, il a deux rôles. Il soigne, mais le médicament tue. Autre aspect, les médicaments de la rue. Damoussou les a expérimentés durant sa maladie. Là, en prix. Et puis je suis allée à Bobby. Voir un médecin. Le médecin dit qu'il peut m'opérer. Donc le médecin a opéré 2 fois. Ça n'allait pas. J'ai pris d'autres médicaments. Résultat de cette automédication, cette déformation de Dame Oussou. Elle souffrirait d'un cancer. Tous ceux qui peuvent m'aider dans ma souffrance, de venir m'aider. L'automédication, une pratique courante aux conséquences fatales qu'il faut éviter. Le conseil, pour revenir à simple que je donne aux populations, c'est tout simplement adressez-vous aux spécialistes de la santé que sont les médecins et adressez-vous aux spécialistes du médicament, les professionnels du médicament qui ne sont rien d'autre que les pharmaciens. Reste que ces conseils soient suivis et les populations pourraient espérer une meilleure forme après tout soin. On se croirait à une fête des réjouissances en pays bêté à entendre sa sonorité du terroir. Pourtant, nous sommes bel et bien à la célébration de l'Aïd el-Kébir chez El Hadji Ibrahim Lokpo. Comme il a coutume de le faire à chaque célébration de la Tabaski, El Hadji Lokpo a convié parents, amis et collègues à un partage de repas. C'est l'acte de générosité et de soumission d'Abraham à Dieu que nous célébrons. Et cet acte-là souhaite qu'on partage. Ces moments de partage sont aussi devenus une tradition pour Ibrahim Kamagaté. Cela fait maintenant 10 ans qu'il invite ses proches à partager un repas à cette même occasion. Étant aussi un homme politique, il n'a pas manqué d'inviter ses frères des autres partis politiques. Notre plus grand souhait, c'est que nous puissions toujours offrir davantage. Et dans cette enceinte-là, ça fait la 4e édition que nous faisons. Et donc je pense que les années à venir, si Dieu nous permet évidemment d'aller un peu plus loin, nous ferons en sorte de rassembler beaucoup plus de personnes pour partager ces moments. Les invités de Kamagaté se disent heureux de cette marque de considération qui vient renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Nous ne parlons pas politique aujourd'hui, il s'agit d'une fête religieuse, la Tabaski. Et vu que les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre ont intérêt à être ensemble pour permettre à la Côte d'Ivoire de sortir des ténèbres. Alors on a décidé, nous jeunes, n'est-ce pas, d'accompagner des actions qui sont de nature à encourager la cohésion. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici parce que c'est la fête de Tabaski. C'est vrai que c'est une fête dédiée à nos frères musulmans, mais nous sommes ensemble et nous sommes là pour les soutenir. Dans le même élan de solidarité, l'ONG Assam et son partenaire turc ont choisi de venir en aide aux plus démunis. 300 bœufs ont été immolés et partagés aux couches défavorisées du district d'Abidjan. Depuis 1997, nous travaillons avec la Turquie. Dans les mois de Ramadan, nous distribuons des aliments aux nécessités, les orphelins et les veuves. On a pris ça comme coutume. Les bénéficiaires de ce don sont retournés heureux chez eux d'avoir obtenu de quoi nourrir convenablement leur famille à cette célébration de la Tabaski. Du sommet du mont Beuvray,
Les Éduins pouvaient surveiller la plaine jusqu'aux Alpes, un lieu stratégique devenu capitale de ce peuple gaulois. Son nom, Bibracte, une cité quasi unique en Europe, notamment par sa taille. Bibracte, au moment de sa fondation, c'est un rempart de 7 km de longueur qui enserre une superficie de 200 hectares. À l'intérieur de ce rempart, il y a au moins 1 millier de maisons. Donc oui, le village d'Astérix, il y en a 3 douzaines. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle. Bibracte n'est pas un village gaulois, mais une véritable ville. 2000 ans plus tard, une épaisse forêt a remplacé les maisons en bois. Mais aux 4 coins du site, des générations d'archéologues se succèdent à la recherche de nouveaux éléments sur la vie de nos ancêtres. Récente découverte, ce mur, symbole de l'architecture gauloise. On est ici dans une réalisation d'architecture publique, civile, qui est en fait un des marqueurs du développement des premières villes. Justement, ce qu'on cherche dans ces villes, c'est à trouver des traces d'une puissance publique, et qui donne lieu à des réalisations un peu emblématiques de ce qu'est une ville à cette période. 150 ans de fouilles, des archéologues du monde entier et un site dont la véritable taille est encore incertaine. S'ils continuent à faire des prospections géophysiques dans le même rythme, ils vont finir dans 50 ans. Donc je ne pense pas que c'est nous qui va voir le résultat total des fouilles et des prospections. Et on ne va jamais tout savoir, c'est certain. Au total, à peine une quinzaine d'hectares auraient déjà été fouillés. Bibracte la Gauloise résiste encore et toujours à livrer tous ses secrets. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est rentré chez lui dimanche 1er septembre 2013 après 3 mois d'hospitalisation et recevra à domicile les mêmes soins intensifs qu'à la clinique. Et même si le communiqué des autorités est accompagné des meilleurs vœux de convalescence formulés par l'actuel président Jacob Zuma, il est difficile de savoir si ce retour à la maison témoigne d'une réelle amélioration de l'état de Mandela, ou de la volonté d'éviter au prix Nobel de la paix de finir sa vie entre les 4 murs anonymes d'une chambre d'hôpital. Sa maison de Johannesburg a été transformée en hôpital, reconfigurée pour permettre qu'il reçoive des soins intensifs. De plus, le personnel soignant à son domicile est exactement le même que celui qui s'occupait de lui à l'hôpital. Il n'est pas question pour l'ancien président de se réinstaller à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays où il espérait finir paisiblement ses jours depuis son retrait de la vie publique, mais qui est situé à 900 km, loin des meilleurs hôpitaux et praticiens du pays. La présidence avait démenti des informations annonçant que le héros de la lutte anti-apartheid avait pu regagner son domicile de Johannesburg. Les médias avaient finalement eu raison. Une ambulance sous escorte policière a été vue arrivant au domicile de Nelson Mandela. La présidence a aussi reconnu pour la première fois que l'ancien président souffrait de complications multiples et pas seulement d'un problème pulmonaire, en indiquant que Mandela, malgré les difficultés causées par ses diverses affections, faisait preuve, comme toujours, d'une grâce immense et de force morale. Seule habilité à communiquer, la présidence invoque régulièrement le secret médical et le respect de la vie privée pour refuser de communiquer ou d'entrer dans le détail des traitements. Dimanche, elle a à nouveau appelé à la dignité et à s'abstenir de toute intrusion inutile. Nelson Mandela avait été hospitalisé aux premières heures du 8 juin pour une énième récidive d'une infection pulmonaire dans un état qualifié de grave. Il pouvait alors respirer sans assistance, mais son état s'était nettement détérioré ensuite, devenant critique le 23 juin 2013. Les problèmes pulmonaires de Mandela sont probablement liés aux séquelles d'une tuberculose contractée pendant son séjour sur l'île-prison de Robben Island, au large du Cap, où il a passé 18 de ses 27 années de détention dans les geôles du régime d'apartheid. Considéré comme le père de la jeune démocratie multiraciale sud-africaine, Mandela symbolise l'obtention pour la première fois du droit de vote pour la majorité noire en 1994 et la fin des souffrances endurées durant le régime raciste de l'apartheid.